Katia Kabanova, premier opéra de l'Opéra Grand Avignon, la saison 2016-2017, un compositeur de Janáček. Rien que de mieux de commencer notre rencontre avec le directeur musical Jean-Yves Ossons. Merci d'être là. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé il y a quelques temps, peut-être quelques semaines maintenant. Oui, on est arrivé. Oui, c'est ça, oui, le 7 novembre. Oui. Pour ces répétitions de cette œuvre Katia Kabanova qui aura lieu donc prochainement les 27 et 29 novembre. Donc vous êtes en pleine répétition. Voilà. Première question un peu singulière peut-être, comment ça va, comment ça se passe? Ça se passe très bien, il y a un très bon cast qui est un mélange avec deux des rôles principaux féminins qui ont déjà fait la production quand elle a été créée à Toulon il y a à peu près 1 an et demi. Et puis tout le reste, ce sont des prises de rôle en fait. Avec des chanteurs qui, en plus, sont francophones. Donc, c'est particulièrement intéressant, puisque c'est particulièrement intéressant, surtout, de croiser les différentes traditions, les différentes... moi, je suis persuadé que les Italiens ont beaucoup apporté à la musique française, dans l'interprétation de la musique française, que, vous voyez, il n'y a pas de raison de rester chacun dans son coin avec son répertoire national. Voilà. Et ça se passe très bien parce que dans ce mélange aussi de générations, il y a à la fois des gens qui se connaissent depuis longtemps, avec lesquels on a souvent travaillé ensemble sur d'autres productions, et puis quelques jeunes que je découvre, et c'est toujours super agréable. Alors ça, justement, cet ensemble d'artistes, de distribution qui se retrouvent, c'est relatif à Avignon ou c'est fréquent sur l'ensemble des opéras? C'est fréquent, mais en même temps, ici, c'est spécifique parce que Raymond Dufaux, depuis très très longtemps maintenant, valorise une espèce d'esprit il essaye de recréer une sorte de troupe à chaque fois, c'est-à-dire en faisant, je pense, très attention à la fois aux équilibres des distributions, au mélange justement des différentes expériences, et puis à cette espèce de convivialité qu'il faut absolument pour former une équipe dans un opéra. Vous savez, il faut qu'on soit ensemble pendant 3 semaines, et il faut qu'on travaille le mieux possible. Et donc travailler dans une bonne ambiance, c'est quand même plus productif, plus agréable, plutôt que de se regarder en chien de faïence. Et il faut que des gens qui soient là vraiment investis dans le spectacle, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas comme ça parce qu'on leur demande, vous voyez, cachetonner comme on dit dans le métier. Voilà. Donc c'est très important cet esprit d'équipe. Oui. Et là, toutes mes expériences en Avignon, je dois dire, j'ai ressenti ça. Oui. Donc je pense que ça vient avant tout de la personne qui fait les distributions. Oui. Alors vous orchestrez, finalement c'est vraiment le cas de le dire, à la fois... peut-être humainement accompagné avec la metteur en scène. C'est-à-dire que c'est une grande collaboration. Il faut se couler dans le monde du compositeur d'abord, c'est la première chose. Donc ça, c'est en amont, avant d'arriver dans les répétitions. Et puis après, se mettre en phase avec ce que propose le metteur en scène. Le metteur en scène aussi, c'est des énergies qui s'entrelacent, si vous voulez. Et de toute manière, dans un spectacle d'opéra, c'est comme dans toute la musique, il n'y a que l'écoute qui est importante. Ce n'est pas tellement de faire, c'est d'écouter, de recevoir, de réagir en fonction de ce qu'on écoute, de modifier. Donc il faut pas qu'aucun des participants arrive avec sa personnalité, sa conception, mais en même temps, il faut être prêt à enrichir, disons, ce qu'on pense de l'œuvre par ce que les autres pensent. C'est le plus important. Et c'est la même chose avec l'orchestre. C'est-à-dire qu'un musicien peut avoir une idée sur un solo, franchement, qui ne m'était absolument pas venu et qui est bien meilleure que la mienne. Donc on est des kleptomanes. On va prendre cette bonne idée. Et puis comme on a préparé en amont, par contre, on est là pour donner une direction au travail. Oui, votre direction est là quand même. Mais elle est là parce que les musiciens jouent la musique. C'est pas le chef qui joue la musique. Le chef, il est là pour que les choses se produisent. Mais il ne chante pas, heureusement, dans mon cas, il ne joue pas. Donc c'est une conjugaison d'énergie comme ça, qui sont à la fois des compétences additionnées, qui s'entrelacent, et puis des sensibilités, des volontés de faire, voilà.
personnalité. Quel genre de directeur musical êtes-vous? Est-ce que vous êtes directeur à la baguette ou Je suis sans incapable baguette? de dire ça. Ah ouais, avec une baguette ou sans baguette? Plutôt avec une baguette parce que j'ai essayé des fois sans baguette et ça dépend, hein, mais les musiciens m'ont souvent dit qu'ils trouvaient ça simplement plus clair. Mais enfin, il y a des tas de chefs qui dirigent sans baguette et qui sont absolument clairs sans baguette. Je pense que ça dépend de chacun. Oui. Et les musiciens m'ont dit qu'ils me trouvaient plus clair avec une baguette. Ça veut dire qu'ils ne me trouvaient pas très clair quand c'était uniquement avec les mains. Ça va peut-être dire, oui, effectivement. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça je veux dire, quoi, vous avez Boulez, vous avez clair, Haute-Veus, tout ça. Eh bien, un musicien a besoin de savoir très précisément, surtout dans des œuvres techniquement compliquées, à quel moment il en est, à quel moment d'une mesure, dans quel mouvement on est. Donc tout ça, on a des gestes qui sont, disons, codifiés, qui sont toujours un peu les mêmes. Et donc qui font que un premier temps c'est en bas, un second temps dans une mesure à 3 temps il est là, dans une mesure à 4 temps il est dans une direction. Enfin vous voyez, toute une chose, toute une espèce de... Voilà, qui sert à conduire l'orchestre. Comme on conduit, je sais pas, un dériveur ou une voiture, ou voilà, c'est des gestes, c'est une technique. Alors, est-ce qu'un directeur musical est un exécutant finalement de fabrication de musique ou c'est aussi un pédagogue à la fois en même temps? Oh, on peut des fois, comme notre position n'est pas justement, comment dire, empêtrée dans un geste instrumental, parce qu'on n'a pas le souci de réaliser des notes. Vous voyez, un violoniste, je veux dire, il y a l'archet, il y a le machin, il y a suivre le chef, la partition, qui est des fois pas très bien imprimée, un peu sale, un peu, vous voyez, bon. Donc il a beaucoup de choses à faire. Le chef, lui, il fait donc son truc là pour que les gens se repèrent. C'est marrant parce que la façon dont vous en parlez... Oui, mais en même temps, ma principale tâche, c'est d'écouter. Ah oui. Voilà. Et on est toujours en réaction par rapport à ce qu'on écoute. C'est-à-dire, c'est trop fort, pas assez fort. Voilà. Alors pour ça, il y a les gestes, c'est le plus important. Il y a l'œil. Parce que vous pouvez être très éloquent. Si vous regardez quelqu'un comme ça veut dire que c'était trop fort. Enfin, voilà. Et puis, donc ça, les gestes et l'œil, ça sert en spectacle. En répétition, il y a aussi la parole. On peut expliquer, on peut dire attention, là, tel instrument est important, donc tout le monde écoute le hautbois parce que c'est lui qui est la chose la plus importante. Ça veut dire que même s'il y a 50 types autour qui jouent, ils vont accompagner le hautbois. Voilà. Donc là, à ce moment-là, ça c'est l'étude préalable de la partition qui fait voir que là, la partie importante, c'est là. Donc on fait gagner du temps. On fait gagner du temps. On attire l'attention des musiciens, on dit écoutez ça, plutôt que ça c'est trop fort. Ça c'est trop fort, pas dans l'absolu, mais c'est parce que la musique est là, à ce moment-là. Voilà. Mais c'est comme, je sais pas, des fois en rigolant, je compare ça à une maîtresse de maison idéale qui distribue la parole. Vous savez, à l'ancienne, vous savez comment on faisait, qui distribue la parole à chacun dans une table de 12 où chacun doit pouvoir s'exprimer, voilà. Et que ça tourne. Voilà. La musique pratiquée de manière équilibrée, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui vous passionne? Parce que vous en parlez vraiment avec engouement de votre je sais pas, métier. La musique. Qu'est-ce qui vous passionne? La musique. Je trouve vraiment qu'on a beaucoup de chance. D'abord parce qu'on fait les métiers qu'on a choisis en principe. J'enlève même le en principe, parce que je veux dire, quelqu'un qui est rentré dans un orchestre a commencé par consacrer, quelle que soit sa fatigue d'ailleurs, au bout de 30 ans de métier par exemple, il a commencé par consacrer 10 ans de sa vie à apprendre à jouer d'un instrument pour atteindre un niveau professionnel. Et maintenant, le niveau pour rentrer dans des orchestres, il faut vraiment être fort. Donc c'est un gros niveau investissement. A évolué ces dernières années? Bien sûr, oui, enfin, oui, bien sûr. Donc c'est des métiers de passion pour la musique, pour la transmission. Après, il y a la passion de l'opéra aussi dans mon cas, bien sûr. Et puis d'être comme ça, cette espèce de travail de groupe qui fait que le résultat que vous allez obtenir d'un groupe d'individus motivés est supérieur à la somme des individus motivés. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc qui se met en place et qui fait que quand ça se passe bien, il y a une espèce de... C'est comme si quelque chose décollait, quoi.
mais on n'en est pas vraiment à la source. Tout le monde en est à la source. C'est vraiment un truc collectif. Pour moi, un chef qui, au moment du spectacle ou au moment pense qu'il peut tout contrôler, il est pas dans le vrai. On n'est pas là pour ça à ce moment-là. On est là pour que l'avion décolle. Donc, bien sûr, il faut faire attention, faut garder toujours. C'est comme quand on vole en avion ou quand on barre un bateau. Je veux dire, quand vous êtes sur un dériveur, il faut voir les risées arriver, faut y aller précautionneusement. Bien sûr, il y a tout ça. Et puis, donc c'est ça, c'est cette espèce d'énergie que le public ressent. C'est ça, c'est cette énergie-là qui remplit les salles. C'est pas de venir écouter Traviata, Tosca. Oui, quelle que soit l'œuvre, peut être interprétée différemment à chaque fois. Ah, toujours, c'est le principe, ça. Ouais. Ouais. Alors cette œuvre justement de Katia Kabanova, musicalement, qu'est-ce que ça, quel est votre regard, mais plutôt quelle est l'écoute que vous avez par rapport à ce compositeur-là et cette musicalité? C'est un compositeur qu'on ne joue pas assez, peut-être parce qu'il est très spécifique Europe centrale et très tchèque. Janáček s'est beaucoup intéressé à la langue parlée de son pays, un peu comme Bartók pour la Hongrie. Et il a fait des tas de recherches très précises pour trouver une sorte de langage lyrique et de travailler avec la voix qui soit le plus près possible de la langue. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il avait une manière de composer, surtout dans la dernière partie de sa vie, qui visait à l'essentiel. Donc Janáček était quelqu'un qui composait au contraire de la manière d'écrire de Proust, par exemple. Proust, quand vous regardez un manuscrit, il y a les tapuscrits qu'on voit partout, donc il y a le truc que lui a renvoyé l'éditeur, et puis à côté, il rajoutait ces fameuses paperoles qui transforment la page de départ en volume de des fois 10-12 pages. Enfin, ça devient un truc, donc c'est une chose qui rayonne comme ça. Janáček, c'est le contraire. Janáček, à la fin de sa vie, a été jusqu'à se fabriquer lui-même son papier à musique au fur et à mesure, parce qu'il ne voulait pas être attiré par le papier à musique du commerce, par des portées qu'il aurait été tenté de remplir sans vraie nécessité. Donc ça va chercher loin cette histoire. Voilà. Donc toute la vie de Janáček, ça a été une concentration de plus en plus vers l'essentiel. Alors c'est quoi l'essentiel dans la musique? Est-ce qu'il y a très... Pardon, je vous coupe, mais c'est le cœur de l'émotion, d'accord. C'est le cœur du service du texte. Et c'est, dans le cadre de Katia Kabanova, une pièce russe qu'il a pris qui s'appelle L'Orage, qui est une pièce relativement populaire depuis le début très populaire en Russie en tout cas, depuis le milieu du 19e siècle, et qu'il a transformé, où il a enlevé les personnages secondaires, il a essentialisé la pièce aussi, transformé en vraiment un théâtre assez violent, assez moderne, avec des situations très fortes. Et en plus, dans le cas de Janáček, ce que je trouve vraiment touchant, c'est que ce presque vieux monsieur, puisqu'on est dans les années 1920, qui a à peu près 70 ans, développe une amitié amoureuse avec une jeune femme de 30 ans de moins. Qui a largement 30 ans de moins, et d'ailleurs à qui il écrit des lettres magnifiques. Et on a l'impression que particulièrement dans Katia, mais dans ces personnages féminins, il projette l'idée avec énormément de sincérité, de sensibilité, et en même temps un rien de distance, un peu comme, c'est-à-dire c'est pas une expressivité italienne, vous voyez, c'est très très, et donc c'est fort, bien sûr. Puisqu'il n'y a aucune self-indulgence, comme disent les Anglais. Hein. Il n'y a aucun déballage, quoi. Il n'y a aucun déballage. C'est avec grande réserve, mais oui, et très intense. Toujours très intense. Et donc, Katia Kabanova, je veux dire, ça tient c'est 1h40 de musique, c'est un film. Et c'est en 3 actes, mais la production a décidé de le jouer en enchaînant les actes. Donc c'est vraiment 40 minutes, 30 minutes, 30 minutes qui s'enchaînent et qui projettent, qui vous prennent comme ça et qui vous portent de scène en scène, mais très 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 facilement, avec beaucoup d'autorité. Alors ce qui est impressionnant dans le cas de Janáček,
c'est que on va toujours à l'essentiel. Il n'y a aucun décorum. Même chez Puccini, vous pouvez trouver un peu de couleur locale, un cœur par-ci, vous voyez la présentation de la famille de Butterfly, des choses comme ça qui vont aussi avoir leur utilité. Ça veut dire qu'on va directement dans, ouais. Voilà, chercher l'émotion au plus profond et être accompagné par la musique. Oui. Se sentir transporté quelque part. Oui, ça bien sûr. Et avec un langage aussi auquel on n'est donc pas habitué, puisque c'est quand même un langage du XXe siècle, et en même temps qui laisse paraître une espèce de clarté, mais c'est ce que je disais au début un peu, cette espèce de côté essentiel qu'il a, d'essayer d'écrire aucune note qui soit inutile, qui soit là pour la décoration, quoi, on peut dire. Alors quelque part, est-ce que finalement, dans la programmation, comme c'est le premier opéra de la saison, finalement, c'est aussi pour ouvrir la saison de manière peut-être... Ah ça, il faudrait demander ça à la direction. Oui, moi, mais je trouve votre regard, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est très bien parce que... C'est très accessible. Ah oui, bah ça, bien sûr. Moi, je dirais pas que c'est de la musique... c'est de la musique très difficile à jouer et à chanter parce que c'est diabolique. Mais en même temps, quand on rentre dedans, il y a une sorte de naturel qui est évident. Oui, qui est évident. Et je trouve que c'est très intéressant. Je sais, il y a quelques années, Yenoufa a été présenté ici. Voilà, c'est un cran au-dessus de Yenoufa. C'est encore plus essentiel, puisque dans Yenoufa, il y a encore beaucoup d'éléments de folklore tchèque, etc. Là, on est un peu plus tard, et il est conforté, si vous voulez, dans sa quête de compositeur par le fait aussi, à cette époque-là, qu'il y a eu beaucoup de succès, en particulier, enfin partout dans le monde d'ailleurs. Yenoufa était un tabac partout où ça a été monté. Et donc ce compositeur se sent un tout petit peu plus conforté, un tout petit peu plus sûr du sens dans lequel il va finir son œuvre. Voilà. Donc on arrive dans ces dernières œuvres qui sont toujours chez les grands compositeurs si intéressantes. Ce qu'il y a dans Verdi, ce qu'il y a dans Beethoven, ce qu'il y a dans Mozart, c'est-à-dire c'est des œuvres où tout d'un coup comme les choses se resserrent. Le compositeur aussi se projette aussi dans son œuvre. Voilà, et si ça reste si vous voulez, si ça reste un compositeur intense, l'expérience ne devient pas sclérose. L'expérience va servir justement à ce resserrement et à ce que les choses deviennent de plus en plus intenses. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans Katia. Eh bien, il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à écouter. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Beaucoup. Merci bien.